Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui le cours d'imagerie vertébro-médulaire normale. Le rachis constitue une colonne osseuse formée par la superposition de vertèbres articulées entre elles grâce à des disques intervertébraux de nature fibreuse. Le rachis remplit donc plusieurs fonctions essentielles, dont le soutien de la tête et de l'ensemble du squelette humain, ainsi que la protection de la moelle épinière. La colonne vertébrale comprend 26 os formant une structure souple et ondulée. On compte alors 7 vertèbres cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires, 5 vertèbres sacrées soudées entre elles qui constituent le sacrum, 4 à 5 vertèbres coccygènes soudées entre elles qui constituent le coccyx. L'équilibre du rachis est conditionné par la présence de courbures physiologiques. Dans le plan sagittal, on décrit 4 courbures, à savoir la lordose cervicale, la syphose thoracique, la lordose lombaire et enfin la syphose sacro-coccygène. Ici, schématiquement, nous avons l'articulation de 2 vertèbres contiguës qui sont articulées par le disque intervertébral. Donc, nous avons les 2 parties de la vertèbre, à savoir le corps vertébral et les différents éléments de l'arc postérieur. Ici, nous avons la moelle épinière qui est logée dans le canal rachidien et les racines nerveuses qui émergent à partir des trous de conjugaison. Parmi les techniques d'exploration, nous allons commencer par la radiologie conventionnelle. Et donc, on va réaliser des radiographies standards. Plusieurs incidences peuvent être réalisées, la face, le profil, les obliques ou clichés 3/4, ainsi que les clichés dynamiques. Au minimum, on doit réaliser 2 incidences orthogonales, à savoir la face et le profil. Ces radiographies doivent toujours précéder un examen spécialisé TDM ou IRM. On va commencer par les radiographies standards, à savoir la radiographie du rachis cervical de face et de profil. Sur la radiographie cervicale de face, on doit analyser la statique cervicale et apprécier la morphologie de toutes les vertèbres cervicales. On doit analyser également la zone médiane qui correspond à l'alignement des apophyses épineuses et l'ensemble des corps vertébraux, ainsi que l'analyse de la distance interépineuse. Analyser également les incus et latéralement, analyser les colonnes des processus articulaires et des transverses. Voilà donc un rachis cervical de face. On va analyser la zone centrale, c'est-à-dire les corps vertébraux, ainsi que l'alignement des apophyses épineuses, l'analyse de la distance interépineuse, analyser donc les pédicules, analyser également les incus et latéralement, nous avons les masses latérales de part et d'autre qui constituent donc la superposition, c'est donc la superposition des processus articulaires et des processus transverses. On passe maintenant à la radiographie du rachis cervical de profil. Ça doit donc être un profil strict. Et ce profil strict, il est réalisé debout en charge. La face est parallèle au film et le rayon directeur, il est à mi-distance, angle maxillaire, épaule. On doit analyser toutes les vertèbres cervicales et un cliché réussi de profil, il doit montrer toutes les vertèbres cervicales de C1 à C7, de même que la première vertèbre dorsale. Pour l'étude sur la radiographie du rachis de profil, on doit analyser la courbure rachidienne, analyser les corps vertébraux, leur morphologie, analyser également l'alignement des murs postérieurs, la hauteur des espaces intervertébraux et l'analyse de toutes les structures postérieures, c'est-à-dire les arcs postérieurs, leur morphologie, leur position, ainsi que l'analyse de la ligne spinolaminaire, le diamètre antéro-postérieur du canal cervical et pour terminer, l'épaisseur des parties molles prévertébrales. Voilà donc un rachis cervical de profil.
on doit analyser tout d'abord la lordose cervicale. Ensuite, on sait que le profil, il va dégager les superpositions, c'est-à-dire on va analyser le corps vertébral en avant et les différents éléments de l'arc postérieur en arrière. Nous avons l'alignement, bien sûr, des murs postérieurs. Nous avons l'analyse de l'espace intersomatique qui doit être identique à tous les niveaux. Et nous avons également les différents éléments de l'arc postérieur, les apophyses articulaires supérieures ou inférieures. On a également les lames, les processus épineux, la ligne spino-laminaire qui sépare les lames des apophyses épineuses, et cette ligne doit être également alignée. Pour terminer, on ne doit pas oublier les parties molles prévertébrales. On passe maintenant à une incidence bouche ouverte. L'incidence bouche ouverte de face, c'est une incidence qui est dédiée pour l'exploration des deux vertèbres cervicales C1 et C2. Le rayon directeur, il doit être au ras des incisives supérieures. Alors, cette incidence nous permet une analyse des deux premières vertèbres cervicales C1 et C2, atlas et axis. On doit donc analyser les masses latérales de C1 et C2 avec l'alignement de leur bord externe. On doit également analyser l'apophyse odontoïde avec l'analyse de l'espace qui sépare l'apophyse odontoïde des masses latérales de C1. Voilà donc une radiographie de face bouche ouverte qui nous permet d'analyser C1 et bien sûr C2 ou axis. Nous avons ici les masses latérales de C1 s'articule avec l'apophyse odontoïde qui doit être centrale médiane et équidistante aux masses latérales de C1 avec un espace identique de part et d'autre. Nous avons également les masses latérales de C1 et C2 qui doivent être bien alignées avec leur bord externe bien aligné, et c'est là donc l'articulation entre les masses latérales de C1 et de C2. Et là, nous avons l'articulation entre les condyles occipitaux et les masses latérales de C1. Alors sur une coupe TDM en fenêtre osseuse, nous avons également une excellente analyse des deux premières vertèbres cervicales. Ici, voilà donc C1 ou atlas avec ses masses latérales et l'apophyse odontoïde et l'espace qui est identique des deux côtés. Et ici, nous avons les différentes articulations entre les masses latérales de C1 et C2, avec l'alignement de leur bord externe, l'apophyse odontoïde qui est centrale, qui est équidistante aux masses latérales de C1, et l'articulation entre les condyles occipitaux et les masses latérales de C1. On passe maintenant à une autre incidence, c'est l'incidence oblique, ou 3/4 du rachis cervical, qui nous permet la visualisation des trous de conjugaison et l'analyse également de l'isthme. Alors, on va avoir les trous de conjugaison qui vont être très bien dégagés, bien sûr sur ces incidences obliques ou 3/4 en OAD et en OAG, et on pourra également analyser l'isthme sur cette incidence en cas de pathologie isthmique. On peut également réaliser d'autres clichés, on parle alors de clichés dynamiques en flexion ou en extension. Ils sont réalisés au besoin. On passe maintenant à l'exploration du rachis dorsal et lombaire. Pour les deux examens, on va devoir réaliser deux incidences obligatoires, la face et le profil. Alors, bien sûr, sur l'incidence de face, nous avons un phénomène de superposition ou de sommation des structures osseuses, du corps vertébral et des éléments de l'arc postérieur, comme on le voit ici. Nous voyons donc et le corps vertébral et les différents éléments de l'arc postérieur, à savoir les apophyses épineuses qui sont alignées. Nous avons les pédicules et les apophyses articulaires supérieures et inférieures, et latéralement, nous avons les apophyses au processus transverse. Le profil ici, il vient dégager les superpositions vues sur la face. On aura alors en antérieur ou en avant le corps vertébral, et on aura en postérieur tous les différents éléments de l'arc postérieur, le pédicule, les apophyses articulaires, les lames et les apophyses épineuses. Le profil nous permet également une excellente analyse de l'espace intersomatique. Pour le rachis lombaire, l'étude elle est similaire, donc ce sont deux incidences qui sont complémentaires et systématiques, la face et le profil. Là aussi, nous avons la superposition
comme pour le dorsal, des différents éléments sur la face, et le profil, il nous permet de dégager le corps vertébral, les éléments de l'arc postérieur. Il nous permet également une excellente analyse de l'espace intersomatique. Parmi les critères de réussite, pour réussir un rachis lombaire, il faut qu'on arrive à visualiser en haut T11 et T12 et en bas la symphyse pubienne et une partie des articulations coxo-fémorales. Après avoir vu donc les radiographies standards, on va passer aux examens conventionnels avec opacification. C'est donc la myélographie et la sacco-radiculographie. Il s'agit là d'une technique invasive qui a été abandonnée au profit de l'examen IRM. L'examen IRM qui constitue la technique de choix pour l'exploration du névrax. La myélographie couplée au scanner, qu'on appelle également myéloscanner, elle n'est réalisée que si l'IRM est contre-indiqué ou non disponible. Sur le plan technique, il s'agit là d'une opacification des espaces sous-arachnoïdiens. Elle consiste à injecter un produit de contraste iodé radio-opaque hydrosoluble directement dans les espaces sous-arachnoïdiens par ponction lombaire au niveau de L3 ou L4 sous anesthésie locale. Puis ensuite, on va réaliser des radiographies sous les différentes incidences, face, profil ou oblique du rachis, de la zone à explorer en question, donc rachis, dorsal, lombaire ou cervical. Alors ici, nous avons des clichés de sacco-radiculographie sur une incidence de face et en oblique qui nous permet l'étude du cul-de-sac dural et des racines nerveuses de la queue de cheval. Alors ici, donc le contenu, il est radio-opaque et ce contenu radio-opaque du cul-de-sac dural, il va mouler les racines nerveuses de la queue de cheval qui apparaissent radio-transparentes. On les voit très bien, ces racines radiotransparentes linéaires, sur l'incidence de face, de même que sur l'incidence en oblique. Il faut savoir également que le cul-de-sac dural, il arrive et il s'arrête à hauteur de S2. Alors on passe maintenant à l'imagerie en coupe, à savoir la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique. On va commencer tout d'abord par la tomodensitométrie. Alors, pour réaliser un examen TDM, il faut le choix des paramètres d'acquisition. Par exemple, ici, nous avons ce qu'on appelle le topogramme ou le scanogramme où on devra choisir les paramètres pour l'exploration de la région ou de la zone d'intérêt. Pour ce qui est de la technique de réalisation de l'examen TDM, on va devoir choisir l'épaisseur de coupe qui est en général inframillimétrique. On réalisera des coupes jointives ou chevauchées. Nous permettent donc une excellente qualité de reconstruction multiplanaire 3D dans les trois plans axial, coronal et sagittal. On pourra également réaliser le myéloscanner. Un myéloscanner est réalisé en cas de contre-indication à l'IRM. Voilà donc une coupe axiale en fenêtre partie molle et en fenêtre osseuse TDM. En fenêtre partie molle pour étudier donc la moelle et les racines nerveuses. On pourra également mesurer le diamètre antéro-postérieur du canal à ce niveau. Et bien sûr, en fenêtre osseuse, c'est pour l'analyse des structures osseuses, à savoir le corps vertébral et les différents éléments de l'arc postérieur. Les reconstructions, elles peuvent se faire dans les différents plans. Ici, nous avons des reconstructions sagittales médianes. Alors, pour une excellente analyse du disque intervertébral en cas de hernie de débord postérieur, elle nous permettra une excellente analyse de ce débord. Nous pouvons réaliser également des reconstructions parasagittales passant par les foramen intervertébraux. La reconstruction parasagittale, elle nous permet l'analyse des racines nerveuses au niveau des foramen intervertébraux. Alors, on passe maintenant au myéloscanner. Il faut savoir que le myéloscanner consiste à réaliser un examen TDM après injection de produits de contraste iodé dans les espaces sous-arachnoïdiens. Cette technique combine alors la technique de la myélographie et de l'examen TDM. Ici, nous avons sur la face le cordon médulaire qui est entouré bien sûr par le liquide ou le LCR qui est hyperdense. Et ici,
Bien sûr, c'est une technique qui nous permet, donc une reconstruction qui permet de dégager le trou de conjugaison où est logée la racine nerveuse, qui est bien sûr là et qui est entourée par le LCS qui est blanc, qui est hyperdense. On va passer à la dernière technique d'imagerie en coupe, c'est donc l'imagerie par résonance magnétique ou IRM. Alors, cette technique, cet examen est réalisé en l'absence de toute contre-indication. Le patient est placé en décubitus dorsal avec respect de la rectitude du rachis dans l'axe de l'aimant. Les genoux doivent être en flexion avec une compression abdominale modérée. Alors, pour la technique de réalisation, on va devoir réaliser un examen multiplanaire d'emblée, c'est-à-dire dans les 3 plans de l'espace axial, frontal et sagittal. De nombreuses séquences vont être réalisées. Ce sont là des séquences pondérées en écho de spin. Nous avons des séquences en T1, T2, STIR, ainsi que des séquences T1 FATSAT GADO. T1 FATSAT, c'est-à-dire FATSAT qui veut dire avec suppression de graisse, GADO après injection de gadolinium. Pour le choix de l'antenne, nous avons 2 types d'antennes, des antennes corps entier ou bien des antennes rachis. Alors, résultat de cette technique, on va réaliser différentes séquences comme je viens de le dire. Nous avons ici des coupes sagittales en T1 et T2, en écho de spin T1 et en écho de spin T2. Ici, nous avons la séquence T1 où on la reconnaît par le LCR ou le LCS qui est en hyposignal, c'est-à-dire noir. On l'appelle également une séquence anatomique. Et ici, nous avons une séquence en T2 où le liquide il est en hypersignal. On l'appelle également une séquence myélographique car elle rappelle l'examen myélographique. Nous avons là une séquence myélo-IRM pour une excellente analyse du cordon médulaire qui est en hyposignal et avec bien sûr les racines de la queue de cheval qui sont également en hyposignal et qui sont moulées entourées par le produit qui est en hypersignal et c'est donc le LCS qui est en hypersignal. En conclusion, il faut retenir que pour explorer le rachis, on va commencer toujours par des radiographies du rachis lombaire dans les différentes incidences, au minimum 2 incidences orthogonales face et profil pour permettre un bilan initial lésionnel et éventuellement une approche diagnostique. Le scanner est réalisé en complément de la radiographie standard du rachis, surtout à la recherche de pathologies osseuses ou bien l'analyse des calcifications. Pour l'examen IRM, en cas de symptomatologie neurologique, on réalise toujours un examen IRM. L'examen IRM qui nous permet une excellente étude endocanalaire, c'est-à-dire l'étude de la moelle et des racines nerveuses, ainsi que l'étude de la moelle osseuse. Je vous remercie pour votre attention.